Oh que oui, gens de la communauté du salon, bienvenue, oui, dans mon salon pour ce nouvel APCDC. Et cette fois-ci, on va traiter d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, hein, que ça pogne aux tripes des cinéphiles, car oui, c'est un sujet sensible et des fois tabou. Ici, les gens qui me suivent depuis un petit moment, eh bien, savent très bien ce que je pense des reboots et des remakes. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, je déteste ça. La fabuleuse, la fameuse, la dégueulasse scène du voyage à Paris, en plus bon de rajouter un livre magique comme objet enchanté, livre qui n'a absolument aucun rapport. What the fuck, man? J'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de principe artistique. J'ai beaucoup de difficultés. Voilà. Sujet donc qui titille certains cinéphiles comme moi-même. Et aujourd'hui, en fait, on va traiter de ce sujet-là différemment. Oui, mes amis, on va parler des réalisateurs qui ont choisi eux-mêmes de rebooter ou de faire un remake de leurs propres œuvres. Ce qui me semble intéressant. Alors oui, mes amis cinéphiles, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet tabou, mais de façon positive, hein? Parce que c'est le réalisateur qui a décidé ou accepté de faire un reboot ou un remake de son propre film. Fait que ça s'auto-justifie. Hein? Hein? Dans mon salon, 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 dans mon salon. John Ford avec George Priest et The Sun Shine Bright. Pour celles et ceux qui connaissent le cinéma américain du début du siècle passé, eh bien oui, John Ford n'est certainement pas un inconnu. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas John Ford, eh bien c'est quand même un pionnier du cinéma classique américain. Réalisateur américain des plus importants de la période classique de Hollywood, il va mettre en scène certes des westerns très connus, mais aussi l'Amérique rurale, la réalité des peuples autochtones américains, les ouvriers et les immigrants, bref, les gens l'aiment parce qu'il parle d'eux. Il va donc en 1934 décider de réaliser un film à partir d'une nouvelle du grand humoriste américain Irvin S. Cobb et son titre sera George Priest. Il va donc en 1953 décider de réaliser un film basé sur une nouvelle de l'humoriste américain Irvin S. Cobb et son titre sera The Sun Shine Bright. Ben oui, c'est ça, hein? T'as mis un glitch entre les deux là pour me faire semblant d'un sentiment déjà vu, puis là je suis certain en plus que tu vas mettre le bout dans la matrice avec le chat noir là, juste pour faire comme si... Étant donné que John Ford avait initialement adapté certaines des nouvelles d'Irvin S. Cobb dans son film George Priest en 1934, pourquoi alors a-t-il recommencé avec The Sun Shine Bright en 1953, me demandez-vous? Et oui, Ford a été frustré durant des années suite à la sortie de George Priest, car au moment du montage final, il a littéralement reçu des ordres de la part de la 20th Century Fox, et ces ordres étaient ni plus ni moins que de couper au montage une scène importante et charnière du film, celle qui montrait le personnage principal arrêter une tentative de lynchage. Choqué, frustré, outré, bref, en beau Christ pendant 20 ans, eh bien, John Ford va tout simplement digérer tout ceci, tout ce temps-là, pour recracher, 20 ans plus tard, sa petite vengeance personnelle avec son propre remake. Et personnellement, face à cette censure de mauvaise foi, eh bien, cette vengeance est très louable. C'est louable. Takashi Shimizu avec The Grudge. Monsieur Takashi a débarqué dans le monde cinématographique américain au début des années 2000 grâce à son film The Grudge qui était présent, lors du Screamfest Film Festival en 2002 et ce film, eh bien, s'est faufilé dans quelques salles indépendantes aux États-Unis, ce qui lui a quand même permis de rayonner. Entre-temps, Monsieur Gore Verbinski sort aussi en 2002 son remake du film Ring de Hideo Nakata sorti en 98 qui était lui-même basé sur une nouvelle de Koji Suzuki. Bref, The Ring pète des scores et Sony Pictures y voit une porte ouverte. C'est à pieds joints qu'il saute dans un projet concernant un film présent dans certaines salles aux États-Unis et qu'un certain Sam Raimi a bien aimé voir au Screamfest.
donc ce cher Sam Raimi avec ses amis producteurs de la Columbia ainsi que ses autres amis de Sony sont très intéressés à voir une version américaine sur les écrans américains, voire même mondial. Seulement, M. Raimi a une petite condition. Ceci ne se fera pas à n'importe quel prix. Non, non, non. Raimi veut Takashi Shimizu et ça, c'est non négociable. Et est-ce que vous pensez que M. Takashi a aimé l'idée d'un remake américain? Absolument. Il était non seulement emballé que des instances à gros budget voient en son film quelque chose de bon, mais il était aussi emballé de travailler avec Sam Raimi, mais il était aussi emballé par la possibilité de corriger certaines erreurs qui l'agaçaient dans la première version. Il pouvait enfin rediriger l'horreur de certaines façons. Ajoutons aussi que de pouvoir toucher à un budget à la hauteur de ses attentes artistiques ne devait pas trop lui déplaire. Avec un budget de 10 millions de $, il est allé engranger plus de 180 millions de $. Il est devenu un incontournable des films d'horreur. Et on va se le dire, il a dirigé plusieurs amateurs de ce genre vers d'autres œuvres japonaises. Et ça, eh bien, c'est cool. Et outre toutes les petites... critiques que M. Takashi a pu recevoir, eh bien, moi, personnellement, je pense qu'il a très bien fait. Très bien fait. Ken Scott avec Starbuck et Delivery Man. Oh, que je suis content de parler de M. Ken Scott aujourd'hui. C'est un créateur que j'adore. C'est un génie d'ici. Très peu connu, ou du moins très peu reconnu, ou du moins pas assez à mon goût. Sérieusement, cet homme est un grand créateur et j'adore ce qu'il fait. Voilà, c'est dit. Genre, peu de personnes se souviennent de l'émission Le Plateau avec Ken Scott, Marie-France Lambert, Benoît Brière et Bruno Blanchet, et pourtant tout ceci était succulent et génialissime. Mireille veut me revoir. Pourquoi? Parce que le couple est comme un requin. Il sent le poisson. Selon Mireille, le couple est pas mort tant qu'il progresse. Ah, les choses progressent. Elle a arrêté de me lancer des affaires publiques. Et donc en 2011, M. Ken Scott réalise Starbuck. Et c'est ni plus ni moins qu'un succès retentissant pour le public et les critiques avec plus de 3 millions de dollars au box-office québécois et 3 autres de plus à l'international. Et il va sans dire que ce succès a attiré des quenouilles bien connus. Jean Spielberg et sa compagnie DreamWorks. Ouais, ce genre-là. Alors là, ça va aller très vite, c'est pas compliqué. Steven Spielberg a adoré le film. Tout le film. Et il a compris que M. Ken Scott n'était pas n'importe quel réalisateur. Non. C'est un réalisateur de talent, proche des comédiens et très sensible, ce qui va pousser les producteurs et Spielberg à faire confiance à Scott pour le remake américain de son propre film. Là, je répète, M. Ken Scott était très ouvert à vendre son scénario, mais il s'est fait offrir de le réaliser lui-même. Qui dans le monde va dire non? 26 millions de budget vont se transformer en 53 millions au box-office, un succès incontestable qui va propulser la réadaptation de Scott et du film bien au-delà des espérances du créateur, car l'original québécois sera exporté dans plus de 20 pays. Et petit fait rare à noter, l'Inde et la France se sont dotés de leur propre version. Oui, la France a racheté un scénario du Québec pour le refaire. À part les 3 petits cochons, il n'y a pas d'autres scénarios qui me viennent en tête, qui ont été vraiment refaits, rachetés. Y en a-t-il d'autres? Dites-moi là en commentaire, je sais pas. Je me pose la question là. Michael Mann avec LA Takedown et Heat. Oui, je sais, je vous choque comme un gros connard, mais je n'ai point le choix de vous le dire. Heat est en quelque sorte un vrai reboot remake d'un autre film, LA Takedown. Heat a tout défoncé quand il a débarqué en 1995. Sans le savoir, il va influencer des décennies de films, des jeux vidéo, des concepts scénaristiques et même Kaamelott. Un type m'a dit une fois, un vrai chevalier ne garde jamais auprès de lui quelque chose qu'il ne puisse pas quitter en 30 secondes. Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Bref, c'est un incontournable pour bien des gens et bien des gens ne savent pas que Michael Mann s'est exercé avant de pondre ce petit bijou.
Car, mes amis, oui, il faut savoir que déjà en 1979, M. Michael Mann était déjà en écriture sur le scénario de Heat. Il travaillait déjà dessus. Il avait son idée. Ça fleurissait tranquillement. La tige grandissait, puis elle battait dans votre pollen. Entre-temps, il réalise des courts-métrages et des films, mais c'est après le succès de la télésérie Miami Vice que Mann se fait titiller par la NBC pour lui pondre une nouvelle série policière. Mann a déjà 180 pages d'écrit pour Heat. Il le transforme en pilote de 90 minutes pour une série. Malheureusement, le réseau n'était pas vraiment satisfait du film. Il n'était pas satisfait vraiment des acteurs principaux du film, ni de leur jeu, ni de l'ambiance en général. Bref, ça n'a pas passé comme idée de série. Fait qu'étant donné qu'ils ont brûlé de l'argent pour le pilote, ben ils ont pris le pilote puis ils l'ont passé en tant que téléfilm. Ce qui arrivait souvent dans les années 80 et 90. Voilà. Alors mes amis, est-ce que Michael Mann a été plus rapide, plus malin qu'eux? Est-ce qu'il a été? Oui. Dès le début, son but avec LA Takedown, c'est de se pratiquer, de le prendre comme premier canevas, de tester, de se faire la patte, bref, l'utiliser pour voir si Heat pouvait fonctionner. Télédiffusé pour la première fois le 27 août 89, c'est 6 ans plus tard que Michael Mann aura l'occasion de montrer ses 180 pages originales et les modifications à l'intrigue de 1989. Et la destinée du film Heat le mènera au fait que c'est un, sinon le plus grand succès du réalisateur Michael Mann. Et LA Takedown est bien considéré comme un avorton, alors qu'il est clairement, malheureusement et étrangement, le géniteur de Heat. Alfred Hitchcock avec The Man Who Knows Too Much. Ah, le grand Alfred Hitchcock. Oui, un jour, je vais en parler un peu plus profondément avec le film qu'il a tourné à Québec. Oh que oui, ça, j'aimerais ça vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, oui, on va se concentrer à un de ses propres remakes qu'il a choisi lui-même de faire. Oui, mes amis. Et c'est sûr qu'avec plus de 80 réalisations dans sa vie, eh bien, ça... À un moment donné, le goût doit te repogner. Là. Ah, ça pourrait... J'aimerais ça refaire le film que j'ai fait v'là 40 ans. Oui, ça se peut, effectivement. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. L'homme qui en savait trop, première version, date de 1939. Hitchcock avait alors 40 ans. C'était sa 27e réalisation. Alors que L'homme qui en savait trop, deuxième version, celle de 56, eh bien c'est son 54e film. Ouh. L'un est sous le signe Gaumont British Pictures et l'autre est sous le signe Paramount à Hollywood. L'un a coûté 40 000 livres. Je suis fatigué, je pense. Désolé. L'un a coûté 40 000 livres sterling en 1934 et l'autre 1,2 million de dollars en 1956. L'un commence en Suisse, l'autre commence au Maroc. Bref, beaucoup de choses différentes. Gardant le nom original mais se donnant le droit de retoucher au scénario tout en modifiant quelques détails afin de remettre à niveau un de ses propres anciens films. Dans l'interview du livre Hitchcock-Truffaut, Hitchcock a déclaré « Disons que la première version de ce film est l'œuvre d'un amateur talentueux et que la seconde a été réalisée par un professionnel abouti. » Ah, ce cher Hitchcock. Je suis un homme heureux quand je ne fais pas de cinéma. Ce qui résume entièrement le pourquoi de la chose. Hein. Un artiste est maître de ses œuvres et il fait donc ce qu'il veut avec celle-ci. Jusqu'à temps qu'il crève. Après ça, Et c'est probablement l'une des seules raisons, avec les autres raisons qu'on a vues aujourd'hui, qui me réconcilie avec les reboots et les remakes. Quand c'est fait délibérément, dans un but artistique, et que c'est justifiable et logique. Voilà. Et oui, malheureusement, mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC et j'espère que tout ceci vous a plu. Oui, cette sauce reboot, remake. Hein? C'est probablement la courte liste des seuls reboots et remakes que je tolère. Non, c'est pas vrai. Ils sont bons, là, mais... Si, arrêtez de faire des reboots, il y a plein d'histoires que tu peux faire!
Et si tel est le cas, et oui, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au pouce en l'air, oh oui, au pouce en l'air, oh yeah! Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est point déjà fait, et partager la chaîne, partagez-la à vos amis cinéphiles, à vos amis curieux, à vos amis, partagez-la, oui! Vous pouvez, oh que oui, venir me rejoindre sur Facebook, Instagram ainsi que sur TikTok. Et pour celles et ceux qui le peuvent et qui le veulent, eh bien, vous pouvez, effectivement, oui, devenir membre de mon petit Patreon. Je vous dis donc à très bientôt, mes amis. Oui, profitez de ce merveilleux printemps qui semble être assez généreux, côté qualité de la température. Allez jouer dehors, regardez des films, partagez cette vidéo et on se revoit très bientôt. Donc un petit peu un sujet donc en 1953 décidé de réaliser un film il va donc en 1954 décider de réaliser en 1953 décider de réaliser un de ce merveilleux œuvre est un remake.